Retour plateau pour notre seconde conférence. Nous allons évoquer les territoires, un mot à la mode, mais qui indique la réalité, une réalité encore plus marquée après la période de crise sanitaire que nous avons connue et qui marque d'une certaine façon la revanche des territoires. On parle même de la revanche des villes moyennes. Il y a eu pas beaucoup de papiers qui ont été faits dans la presse. La revanche des villes moyennes et des autres versus les métropoles qui cristallisaient toute l'activité économique et la concentration de population. Ces territoires constituent sans aucun doute un gisement de développement pour la France. Pour parler de ce thème et le raccorder évidemment aux grandes écoles, c'est quand même l'enjeu et le sujet de notre matinale. Séverine Ondedeux, directrice de la formation initiale de Y School de Troyes. C'est le nouveau nom de l'ESC 3 qui est devenu Y School il y a quelques années déjà, on peut le rappeler. Bonjour Séverine. Bonjour. Patricia Durin qui est à droite, vice-présidente du Grand Reims. C'est pas la métropole, c'est une communauté urbaine. Communauté urbaine, déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Patricia Durin était banquière, elle a toujours eu une attraction pour l'enseignement supérieur à la recherche et ça a toujours été votre cheval de bataille au niveau du territoire. Tout à fait. Olivier Faron, administrateur général du CNAM. Alors les territoires, il sait de quoi il parle parce qu'il passe son temps sur les territoires, parfois à l'étranger, puisque le CNAM est implanté un peu partout sur la planète, mais sur les territoires où il a développé des formations adaptées justement à des problématiques locales avec des partenaires locaux. Donc votre expérience sera évidemment très importante. Emma Rouvet, vice-présidente des territoires aux grandes écoles, une association justement qui travaille pour rapprocher cet univers des grandes écoles, des territoires, et qui mélange aussi la diversité, l'ascenseur social, la promotion et toutes ces problématiques qui sont essentielles, évidemment. Alors, Patricia Durin, je vais m'en tourner vers vous si vous êtes d'accord. Les territoires ont totalement leur place, alors qu'ils ne l'avaient pas, puisqu'on avait une éducation assez centralisée. Aujourd'hui, les territoires jouent pleinement leur place. Oui, tout à fait. Les territoires ont tout à fait leur place, notamment avec les métropoles. Bon, nous, notre communauté urbaine, on est quand même la deuxième en termes de taille, avec 143 communes. On a à peu près 300 000 habitants. Il faut savoir que sur notre territoire, on a un étudiant sur 6 qui est étudiant. Donc c'est important. Un habitant sur 6 est étudiant. Un habitant sur 6 est étudiant à Reims. Je parle de Reims essentiellement. Donc c'est vrai que c'est important, l'enseignement supérieur, parce que c'est notre avenir. Bon, l'enseignement supérieur, il y a aussi la recherche, et il ne faut pas l'oublier. C'est un élément aussi d'attractivité de nos territoires, et il faut arriver à conserver nos étudiants lorsqu'ils sortent de leurs écoles. Donc il y a un lien à faire, et là est notre rôle avec les entreprises et les besoins des entreprises. Le conseil, la nouvelle mandature du conseil communautaire a fait un travail et a voté ce qui s'appelle un projet de territoire. Ce projet de territoire a fait un bilan sur nos atouts et nos faiblesses. Il en est ressorti un atout qui est très important, c'est que nous sommes un territoire de bioéconomie et de biotechnologie, puisqu'on a une plateforme à Bazancourt, Pomac-le-Bazancourt, qui est un territoire d'industrie, où nous sommes très, très en avance et qui s'est développé au cours des 50 dernières années avec la recherche. Et de là, on a mis comme axe sur notre projet de territoire, et ce projet de territoire, c'est sur les 10 à 15 ans, c'est de faire de notre territoire un territoire référent en matière de neutralité carbone et de transition écologique. On le voit bien. On développera tout ça, évidemment. On voit bien le rôle plein et entier que vous avez à jouer sur cette stratégie et sur ces projets, évidemment. Et ça correspond bien à ce que j'ai dit tout à l'heure. La revanche des territoires, c'est aussi afficher des ambitions extrêmement importantes. Séverine, l'exemple de Y School est très intéressant parce que c'est une zone qui a eu besoin de se développer, de créer de l'attractivité. Et l'enseignement supérieur est un élément de cela. Oui, clairement, vous parliez tout à l'heure des villes moyennes, et c'est vrai que Troyes est tout à fait identifiée comme une ville moyenne, et Troyes a pris effectivement de l'avance sur ce développement de l'enseignement supérieur, puisque nos collectivités ont très vite ressenti le besoin d'amener l'enseignement supérieur sur Troyes. Troyes a été très longtemps une ville connue économiquement pour sa bonneterie, pour son industrie textile, et avait accordé finalement peu d'intérêt à l'enseignement supérieur. Et quand on a eu le déclin de cette industrie textile, les collectivités se sont vraiment mobilisées pour faire venir l'enseignement supérieur à Troyes, pour le développer,
en étant convaincus que c'était ce qui allait apporter de l'attractivité économique ensuite au territoire. C'est un objectif véritablement stratégique, c'est ça qui est intéressant. Vous l'avez un peu affiché comme vous à Reims, comme un objectif stratégique de mettre l'enseignement supérieur à la recherche et l'économie de la connaissance au cœur de la croissance. Au cœur de la croissance de la ville, au service des entreprises et effectivement au cœur du développement du territoire et de cette ville de Troyes. Et ça s'est fait avec les collectivités. On dit souvent que le maire de Troyes, Barouin, est derrière vous, mais toutes sont derrière, en fait. C'est ça qui est... Oui, absolument. Ça, c'est ce qui caractérise aussi cet élan autour de l'enseignement supérieur à Troyes, c'est que c'est l'ensemble des collectivités, mais ça va jusqu'au Grand Est aussi, la région Grand Est, qui accompagne effectivement le développement de ces écoles sur le territoire au bois, en favorisant l'implantation des premières écoles comme Y Schools, l'ex-groupe ESC3, l'UTT, qui sont les premiers, l'antenne universitaire de Reims, et puis progressivement des écoles aussi d'ingénieurs, des écoles privées, dont les collectivités ont favorisé l'implantation et pour effectivement développer cet enseignement supérieur troyen. Et c'est vrai que l'agilité territoriale, elle passe aussi par les collectivités. Emma, alors votre action, c'est une association qui s'engage sur les territoires pour évidemment beaucoup plus de dynamique, mais beaucoup plus des dimensions sociales, l'ascenseur social, la promotion. Et vous faites le lien avec les grandes écoles, d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, c'est ça. En fait, on accompagne les jeunes de nos territoires ruraux vers les grandes écoles. Donc l'idée, c'est pas non plus de créer une fuite des cerveaux de nos territoires, parce qu'après, on travaille sur le deuxième levier qui est le retour aussi au territoire. On essaye en fait d'organiser des visites en entreprise au niveau des entreprises locales, des conférences table ronde pour essayer de montrer aux jeunes qu'on accompagne qu'il y a aussi des possibilités dans leur territoire et qu'une fois qu'ils sont diplômés, le mieux ce serait qu'ils puissent faire bénéficier leur territoire d'origine des forces vives. Oui, bien sûr. Et vous avez le sentiment que tous les territoires sont équivalents parce qu'il y a des territoires plus attractifs que d'autres? Souvent, ce qu'on remarque, c'est quand même que nous, on travaille vraiment à l'échelon local, donc avec les étudiants, les lycéens qui sont devenus étudiants, issus d'un territoire, et on marche comme ça par échelle départementale. Donc c'est vrai que parfois, il y a des territoires qu'on ne connaît pas du tout, qui peuvent paraître moins attractifs, mais quand on en est issu, généralement, on a quand même envie d'y retourner, et surtout, on en connaît la richesse. Donc en fait, on marche vraiment sur cette idée peut-être de favoriser le retour dans notre territoire d'origine. Donc normalement... Oui, de toute façon, en plus avec la pandémie, beaucoup sont retournés sur les territoires, pas forcément d'origine d'ailleurs. Certains ont découvert des villes nouvelles pour eux, et en tout cas une nouvelle vie. Olivier Faron, vous, le territoire, j'allais dire, c'est quelque chose qui est propre au CNAM, puisque de toute façon vous êtes présent sur tout le territoire, et vous avez même spécifié à chaque fois, vous êtes déplacé beaucoup avec la Banque des territoires, les collectivités, justement pour aller encore plus auprès des contraintes et des exigences. Oui, peut-être un point sur deux constats qui sont un peu des constats de contradiction. C'est-à-dire que, comme le disait Madame la vice-présidente, on voit qu'il y a effectivement un mouvement de fuite et que quand un jeune va se former, quand il va soit dans une très grande métropole, soit à Paris, il a du mal à revenir dans le territoire. Et en même temps, on assiste aujourd'hui, je pense que on est au début d'un phénomène avec le télétravail de cadres ou de responsables qui vont aller dans les territoires. Donc les publics sont en train de se modifier, il faut prendre en compte ces attentes. Deuxième chose, la politique des établissements d'enseignement supérieur a été une politique assez volontariste pendant la fin du XXe siècle et aujourd'hui on a vu plutôt un mouvement que j'associerais à une espèce de shanghaïsation où on nous demande, à nous, établissements, d'être plutôt des leaders. Vous parliez de recherche, des leaders. Bon. Donc, nous, la politique que l'on fait au CNAM, et merci de rappeler cet élément-là, d'abord, donc, on a, j'allais dire, les territoires dans notre ADN. On avait déjà 150 centres partout dans toutes les régions métropoles, outre-mer. Et on s'est inscrit dans une très très belle dynamique portée par le gouvernement, qui est l'opération Action Cœur de Ville, complétée par, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir, par territoire d'industrie. Et on a fait le pari d'ouvrir ce que l'on a appelé des cœurs de territoire. Et aujourd'hui, on a reconnu 60 cœurs de territoire. Et un cœur de territoire, ça répond à une envie d'un responsable, notamment politique, au soutien, vous l'avez rappelé, de la Banque des territoires. Et ça veut dire mettre la compétence où elle est nécessaire pour réussir, notamment sur le segment post-bac, à faire grandir les jeunes ou les moins jeunes, c'est un peu la politique du CNAM, et surtout permettre que les compétences soient leviers de développement économique, mais aussi de développement social, en luttant contre cette espèce de fragmentation qui est liée à, en particulier, des jeunes qui n'ont pas d'avenir sur place dans leur territoire. Patricia Durin, une question. Alors, on l'a vu, le propos de la matinée, France 2030.
prétexte, j'allais dire. On voit bien que vous avez une capacité d'initiative, une capacité d'incitation, mais au fond, jusqu'où doivent aller les collectivités territoriales pour développer cet enseignement supérieur, cette recherche? En fait, nous avons un rôle pivot, je dirais, au niveau de notre territoire. On doit faire le lien entre les entreprises, le développement économique et, d'un autre côté, l'enseignement supérieur et la recherche. Et notre rôle, il est là. Il est de mettre en relation, je dirais, les besoins des entreprises, le développement des entreprises sur nos territoires. Donc les grandes écoles ont un rôle à jouer qui est assez important par tout ce qui est les chaires de recherche, puisque ça permet de faire avancer certains sujets, ça permet d'aider des entreprises. Donc là, il y a un rôle important. Il y a aussi au niveau des grandes écoles, il ne faut pas l'oublier, de nombreux des étudiants aujourd'hui veulent créer leur propre entreprise. Donc là, on a un rôle à jouer avec, je dirais, accompagner les startups, créer des pouponnières et promouvoir cet entrepreneuriat et conserver, je dirais, les étudiants qui ont des projets qui sortent. Là, les grandes écoles ont un rôle important à jouer, qui sortent et qui viennent, qui restent sur notre territoire. Les collectivités, quand je dis qu'elles doivent intervenir, c'est attractivité des établissements d'enseignement supérieur, maintien sur le territoire des jeunes diplômés, parfois financement de certaines opérations. C'est vraiment très large, l'éventail. Alors tout à fait. Nous, par exemple, au niveau du Grand Reims, on a accompagné l'implantation de l'Institut catholique de Paris l'année dernière, qui a créé une de ses premières écoles en province. On a accompagné aussi, et on continue d'accompagner l'implantation de Sciences Po. Et ça remonte à plusieurs années. Donc là, on l'a effectivement comme trois. On a un rôle à jouer parce que les écoles, pour qu'elles viennent, il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide. Bon, après, il y a des projets. Il y a des projets je dirais, les aider dans leurs projets de nouveaux bâtiments, dans leurs projets bâtimentaires. On est là pour ça. Et on a la vision de notre territoire sur ce sujet. Il faut inscrire précisément, on rappelle, alors les métropoles, je ne sais pas pour les communautés, les métropoles devaient inscrire enseignement supérieur à la recherche comme étant un axe stratégique. C'est le même cas en ce qui vous concerne? Tout à fait. Chez nous, l'enseignement supérieur à la recherche est un axe stratégique et c'est parce que c'est un axe d'attractivité. Aujourd'hui, il faut être visible sur le sujet et l'attractivité est un point très important. Et les entreprises ont besoin d'avoir des jeunes qui soient formés. Oui, et puis surtout les cadres qui viendraient sur le territoire, de former leurs enfants sur le territoire. Exactement. Ça sera mieux que de les voir partir. Exactement. D'ailleurs, évidemment. Séverine, quand on a préparé cette table ronde, vous disiez il s'agissait d'investir dans l'enseignement supérieur à la recherche avec des établissements, mais de mailler le territoire. C'est vraiment ça l'enjeu. Oui, l'enjeu, effectivement, c'est de servir le territoire, mais c'est aussi d'accompagner les entreprises aussi dans la recherche, effectivement, d'expertise, puisqu'un territoire, c'est aussi accompagner le monde socio-économique. Et ce maillage territorial, en fait, on a eu l'idée aussi de le développer ailleurs, puisque l'idée du modèle troyen dont on avait beaucoup profité, nous a permis aussi d'aller s'exporter sur d'autres territoires qui sont effectivement autour de Troyes, qui sont la Haute-Marne et qui sont aussi Charleville-Mézières dans les Ardennes, et exporter en fait ce modèle troyen en allant chercher le soutien des collectivités pour apporter de l'enseignement supérieur sur des territoires qui n'en étaient pas encore, qui manquaient encore d'enseignement supérieur. Et les collectivités, d'ailleurs, est-ce qu'elles ont, au-delà des clivages politiques, parce que parfois on disait la région n'aime pas le département, qui n'aime pas la métropole, qui n'aime pas le maire, finalement tout ça, non, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, alors nous, on l'a vraiment vécu à Troyes, puisqu'il y avait une vraie... Ça existait, Patricia me fait non comme ça, mais ça existait, je peux vous le dire. Non, et puis ça existe certainement peut-être dans certains endroits, mais en tout cas, nous, on a d'autres priorités. Je crois que nos élus ont tout de suite compris l'intérêt de travailler ensemble et de collaborer. Et sur les autres territoires sur lesquels on s'implante aujourd'hui, on ressent aussi cette envie, on va dire, générale des collectivités de s'impliquer à nos côtés dans l'enseignement supérieur. Rappelez-nous quelles sont les collectivités qui s'impliquent autour de vous. Alors, je les ai, mais parce que c'est impressionnant, en fait, la palette des institutions. Alors, des institutions, en tout cas au niveau troyen, si on parle que de Troyes et de l'Aube, donc le conseil départemental,
3 Champagne Métropole, donc l'agglomération troyenne, et puis aussi un accompagnement de la région Grand Est. Donc on est effectivement accompagné, enfin tous les établissements sont accompagnés par ces collectivités. Et puis ensuite, quand on parle effectivement de Charleville-Mézières, par exemple, là c'est Ardennes Métropole qui est très investi aussi dans l'installation de nos formations sur Charleville. Et puis Chaumont avec les collectivités aussi qui nous ont en tout cas accueillis à bras ouverts et qui permettent l'implantation de formations supérieures. Alors, Emma, un mot aussi sur... alors, 174 000 € de bourse quand même distribués. Alors, c'est peut-être plus, parce que ça, c'était le chiffre sur le site. Peut-être que ça a évolué. C'est toujours le bon chiffre. Des associations, des adhérents. Ça veut dire que sur les territoires, tout le monde doit mouiller la chemise, j'allais dire, pour prendre un terme sportif. Tout le monde doit s'y mettre pour s'engager. En fait, nous, on fonctionne vraiment avec, comme je le disais, cet échelon départemental. Donc, ce sont les entrepreneurs des départements qui financent les bourses au mérite des lycéens de leur département. Et donc, ils accompagnent, en fait, ça crée une spirale, un peu un cercle vertueux. Ils accompagnent les lycéens qui sont en terminale donc, vers les cursus qu'ils souhaitent rejoindre, les cursus sélectifs, pour pas que les freins financiers, en fait, les empêchent et créent une autocensure qui empêcherait ces lycéens de rejoindre ces cursus. Et donc, effectivement, après, nous, on fonctionne vraiment dans cette idée que les lycéens savent les entrepreneurs qui les ont aidés, donc ça crée forcément un peu une dynamique, oui. Oui, ça resserre le tissu économique local et ça crée du lien, et donc forcément ils ont sans doute envie de contribuer eux-mêmes à la richesse de leur département. Bien sûr. Olivier, alors l'enjeu c'est le programme présidentiel France 2030. Alors il y a beaucoup d'argent qui sera dépensé pour la réindustrialisation. Le sentiment, en tout cas au CNAM et dans tous les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est que la réindustrialisation passera par l'enseignement supérieur, des formations parfois Bac+1, mais aussi parfois au niveau doctorat. Vraiment, la palette doit être extrêmement large. Je me permettrai de rebondir sur l'exemple de Charleville-Mézières, puisque j'ai ouvert le CNAM à Sedan il y a une dizaine de jours. Et c'est vrai qu'avoir le président de la région, Jean Rotner, avoir le président de l'Agglo, Boris Ravignon, avoir le maire de Sedan sur un événement de création d'un centre CNAM, c'est en soi un message politique fort, mais un message aussi, j'allais dire, sociétal, économique fort. Ça veut dire que les grands acteurs des territoires sont désormais à l'écoute de ce que nous faisons, nous, organismes de formation. Deuxième question, pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, il faut qu'on ait une phase d'incubation, soyons très clairs. Je serai soutenable financièrement, parce que c'est l'objectif du CNAM, dans les 2-3 ans. Donc, sans cet appui, je ne serai pas soutenable, donc mon modèle risque de ne pas fonctionner. Par rapport à la question que vous posez, la question qui est centrale, c'est évidemment la formation ne crée pas de l'activité, mais elle la relaie, elle la permet. Et il y a deux problématiques. Il y a une problématique de soutenir des activités. Il faut quand même, on ne le rappellera jamais assez, beaucoup des activités, notamment industrielles, sont dans les territoires déjà, ou d'autres activités, donc être à l'écoute. À Niort, comme d'ailleurs à Reims, il y a beaucoup d'assurances, donc le secteur des assurances a besoin de monter en compétences, donc c'est un sujet. Et puis, il y a ce formidable programme de la France 2030, où nous avons à susciter et à être à l'écoute des grands sujets, notamment des grands sujets de la réindustrialisation, mais des grands sujets du développement économique. Permettez-moi d'en prendre un exemple. On a créé, vous allez me dire, c'est pas très original, mais pour nous, c'était un virage culturel. Nous avons créé au CNAM une chaire sur l'hydrogène, puisque c'est évidemment très attendu. C'est dans le programme, je l'ai. Et nous avions deux scénarios où nous mettions la chaire sur l'hydrogène dans notre pré-carré de la rue Saint-Martin, à côté de notre musée et sur une station qui porte notre nom, soit nous faisions le choix d'aller dans un territoire. Et là, on a vu combien les régions se sont impliquées pour attirer, au sens positif du terme, la chaire du CNAM. Nous, notre problématique à ce moment-là, elle a été aussi de construire deux environnements, un environnement qui soit un environnement où nous soyons bien accueillis, un environnement politique où nous soyons bien accueillis, mais aussi, j'allais dire, un environnement industriel pour que notre chaire soit directement porteuse de fruits, et notamment sur un terme clé qui est l'employabilité et le développement de nouveaux postes de travail, de nouvelles activités. Patricia Durin, la réindustrialisation qu'appelle le président de la République et le programme qu'il a lancé sur 2030, qu'est-ce que ça inspire? Est-ce que c'est relayé au niveau des collectivités? Oui, tout à fait. Quand je vous citais l'exemple de notre projet de territoire qui est de faire de notre territoire
un territoire référent en neutralité carbone, aujourd'hui, dans ce projet de territoire, il y a aussi une ambition économique. Et cette ambition économique, c'est de faire notre territoire référent en matière de bioéconomie et biotechnologie. On s'appuie sur ce qu'on a déjà, nous avons une plateforme agro-industrielle pour Marc-le-Bazancourt, qui est territoire d'industrie. Et cette plateforme, aujourd'hui, c'est aussi, je dirais, il y a tout ce qui est industriel, où il y a plusieurs entreprises qui sont implantées, mais à côté, il y a un centre de recherche, qui est le Centre européen de bioéconomie et de biotechnologie, où sont implantées des chaires de centrales Supélec, une chaire de centrale Supélec et une chaire d'AgroParisTech, et qui travaillent en collaboration avec l'URCA. Donc toute cette recherche, elle est faite exactement comme pour l'hydrogène, elle est faite sur le territoire, à côté des industries qui y sont, et la volonté est de pouvoir les développer. D'ailleurs, est venue s'implanter aussi Européenne de Biomasse, une entreprise qui fabrique des Est-ce qu'il y a concurrence entre territoires, partout pour attirer les pépites industrielles? Je pense je dirais qu'aujourd'hui, quand on a des labos de recherche, des chaires, le but, c'est que ce qui sort de la recherche, on puisse le garder sur notre territoire pour créer de l'emploi, et pour développer notre activité et pour être attractif. Effectivement, je pense qu'il y a quand même compétition au niveau territoire. Après, tout se fait au niveau de la région. Parce que la compétence économique, elle est au niveau de la région, et on travaille quand même tous ensemble. Il y a le département, c'est ce que disait tout à l'heure Séverine. Effectivement, on travaille tous main dans la main, la région, le département, et après la communauté urbaine. C'est une chaîne vertueuse, tout à fait. Évidemment. C'est beaucoup d'argent au niveau du... Oui, c'est de l'argent. Parce que c'est vrai que tout ça, évidemment, ça se transforme en investissement. C'est un temps long aussi. Il ne faut jamais se mettre en perspective. Dans 2 ans, il faut que ça délivre. Alors, d'ailleurs, sur ces sujets-là, je pense que notre rôle, nous, en tant que collectivité publique, c'est de demander aux chercheurs, aux projets, de communiquer et de faire savoir. Parce que le temps de la recherche, il est long, c'est pas toujours visible, et il y a un travail de vulgarisation à faire qui est important. Et je pense que là, on a un rôle dans les conventions qu'on peut signer avec nos différents partenaires, que ce soit les grandes écoles ou les universités, parce qu'aujourd'hui aussi, ce qu'on constate, c'est que tout le monde travaille main dans la main, les grandes écoles et les universités. Alors, WiseSchool, c'est une grande école. D'accord, et ça fait longtemps que les collectivités ont misé dessus. Est-ce que vous avez pu mesurer, Séverine, alors vous avez travaillé dans l'innovation aussi avant, vous étiez aussi sur plein de domaines, pas simplement à l'académique. Est-ce que tout ça a créé une sorte d'ébullition, ces investissements, cette ambition? Clairement, parce que cet investissement, finalement, il a été mis au service des entreprises du territoire. Et sur 3, on a effectivement, depuis de nombreuses années, développé des partenariats avec des entreprises. On devient aussi attractif pour des implantations d'entreprises parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir disposer sur place d'enseignement supérieur et de recherche qui vont pouvoir permettre leur développement. Et quand on parlait du soutien des collectivités, effectivement, il accompagne l'enseignement supérieur, mais il accompagne aussi l'implantation des entreprises. Et les collectivités se servent de l'enseignement supérieur pour attirer les entreprises. Et c'est vrai que ça nous a permis de mettre au service, effectivement, du monde économique, on va dire les expertises et les compétences de nos étudiants ou de nos enseignants-chercheurs. Et vous évoquiez à demi-mot, effectivement, la partie innovation. Donc, je pense à l'école de design qui fait partie de WiseSchools et qui s'est mise au service tout de suite des entreprises pour développer la dimension design, développer la dimension d'innovation et accompagner les entreprises, effectivement, vers une nouvelle expérience design et une pratique dans leur mode de développement et dans leur perspective d'innovation. Mais c'est vrai. Est-ce que vous travaillez avec les universités? Parce que ça, c'est quand même aussi l'enjeu dont vous avez parlé. Tout le monde a travaillé main dans la main parce que c'est un combat commun. C'est un vrai combat commun. Et ça, c'est aussi, je pense, très symptomatique de ces territoires qui ont envie de se développer. On travaille main dans la main, en tout cas WiseSchools et puis d'autres écoles du territoire avec l'URCA, puisqu'on est signataire du contrat titre, et ce qui nous permet effectivement de développer soit des formations en commun, mais aussi des synergies. Et donc il y a une vraie... finalement, il n'y a pas de clivage public-privé. Chacun est investi pour développer l'enseignement supérieur main dans la main. Et ça, c'est une vraie richesse. Alors Emma est là aussi pour nous donner ce regard un peu de terrain. Et c'est vrai qu'on ne pourra jamais faire l'économie d'un développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de cette économie de la connaissance sans un accès
tous, justement. Et c'est ça à quoi vous veillez. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on veille à ce que les lycéens ne s'auto-censurent pas, donc tant d'un point de vue, parce qu'on le voit, mais c'est très souvent qu'on fait des interventions dans des lycées et que les lycéens, la première chose qu'ils nous disent, c'est « mais qu'est-ce que je vais aller faire à Paris? J'y suis jamais allée, comment je peux aller étudier là-bas ?» Donc il y a vraiment ce côté où on lutte contre l'autocensure et aussi il y a le manque d'information qui est un vrai problème. C'est que souvent, je prends encore l'exemple de ces interventions, mais on demande par exemple, est-ce que vous savez ce qu'est une classe préparatoire en première? Il y en a peut-être 3 qui lèvent la main dans une classe de 30 et c'est vraiment le problème. Donc en fait, on essaye de jouer sur ces 2 leviers, lutter contre l'autocensure et le manque d'information, et après, avec notre dispositif de bourse, faire en sorte que les freins financiers n'en soient plus. Des territoires aux grandes écoles, hein, c'est le nom de l'association. Patricia, vous dites. Si vous me permettez d'intervenir, il y a aussi un dispositif qui permet aux élèves de connaître et d'aller vers les enseignements supérieurs, c'est les cordées de la réussite. Oui, il faut le signaler, parce que c'est quand même un dispositif qui est très riche et qui permet justement d'ouvrir l'enseignement supérieur à des jeunes qui n'y auraient même pas pensé. Ouais. Oui. Enfin, si je peux me permettre aussi, on peut aller plus loin en termes d'inclusion sociale. Parce que là, on parle quand même malgré tout de jeunes avec un potentiel assez reconnu. Moi, je pense, et je me permettrai de distinguer aussi sur le côté mission de service public, où nous nous attaquons à un public qui pose quand même de vraies difficultés, qui sont ce qu'on appelle les NEETs ou les bacheliers qui n'ont pas eu de réussite. Moi, je voudrais dire juste un mot sur ça. Quand on s'implante dans les territoires, on s'implante avec notre nouveau dispositif de Bac+1. Oui, le fameux. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de bacheliers, notamment de bacheliers professionnels ou de bacheliers de filière générale, n'ayant pas eu les bons résultats, vont avoir du mal à rentrer dans l'enseignement supérieur et encore plus à rentrer dans le monde de l'entreprise. Et vous parliez de l'entreprise. À Cherbourg, par exemple, on est en train de construire un Bac+1 avec Naval Group, pour 2 raisons, qui est donner une chance à ces jeunes du territoire qui n'ont pas eu la bonne réussite scolaire et qui vont avoir du mal à réussir pour leur mettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est très important. Et du côté de Naval Group, c'est aussi renforcer la dimension technicien, parce qu'on a quand même une lecture du monde qui est généralement... tous nos jeunes ne finiront pas comme cadres dans une société du CAC 40. Il faut peut-être à ce moment-là le rappeler. Il y a un truc qui s'appelle les PME. Plutôt moins d'ailleurs que plus. Il y a un truc. Et puis l'autre dimension qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'on a vocation à se former tout au long de la vie, parce qu'on a une jeune sur le plateau. Cette jeune, on peut imaginer qu'elle aura 6, 7, 8 expériences professionnelles et qu'elle aura peut-être besoin de rebondir, elle aura besoin de se former au moment de son parcours. Donc il faut qu'on soit là pour ça. Et je crois que c'est très important et juste sans être trop long. Non, on a le temps. Vous pouvez poser vos questions, j'en profite pour le dire. On a un formidable outil qui aujourd'hui va nous permettre d'être encore plus pertinent dans les territoires, qui s'appelle l'apprentissage, parce que le gouvernement a quand même facilité les choses. On peut créer des filières d'apprentissage de façon beaucoup plus souple. On peut créer de l'apprentissage un peu partout dans les territoires. Et il est clair que l'apprentissage, c'est un formidable levier de réussite d'abord pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. Et on a franchi le seuil de 500 000 apprentis. C'est un outil exceptionnel qui a été permis par la politique menée par le gouvernement. Une question, alors vous savez qu'on est dans ce webinaire organisé par la CGE, la conférence des grandes écoles. Et quel est le rôle justement de ces grandes écoles? Parce qu'on a parlé université, le CNAM a des accords avec plein de grandes écoles, héberge des grandes écoles au sein du CNAM. Patricia Durin. Le rôle des grandes écoles, c'est, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chez nous, on a Neoma, qui est une grande école avec qui commerce. Une grande école de management, une grande école de management. Cher à Michel-Édouard Leclerc, il en parle beaucoup. Donc le rôle de ces grandes écoles, c'est les grandes écoles ont des formations qui sont très adaptables, qui évoluent assez vite. Ils ont, à mon sens, ils ont une agilité qui est peut-être, ils sont plus agiles que l'université. Et ils forment des cadres de haut niveau. Donc leur rôle, il est, nous travaillons, nous avons des conventions avec Neoma, dans ces conventions, on les fait travailler sur des sujets sur notre territoire.
on les a fait travailler sur des sujets sur le commerce après le Covid, sur la valorisation. On a la chaire de bioéconomie chez Neoma travaille sur la valorisation des bioressources. Donc il y a un travail commun avec eux pour le territoire. Et puis je dirais, les grandes écoles, elles peuvent rentrer dans les axes stratégiques de nos territoires et des développements de nos territoires. Une grande école, hein, c'est spécifique à Troyes, et c'est sur ce socle que se sont développées les écoles autour et les formations. Je crois que la grande école a pleinement son rôle, spécifiquement à Troyes d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup de l'UTT, on parle beaucoup de l'ESC3. Donc c'est vraiment le cœur de la dynamique, le cœur de la machine, voilà. C'est comme ça qu'on le voit. Oui, je pense que c'est le cœur de la machine, mais c'est aussi, en tout cas, la grande école ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire. Elle doit s'ouvrir aussi à d'autres publics. Et nous, c'est ce qu'on a aussi initié à Troyes avec Wise Schools. Effectivement, c'est une grande école à l'origine. C'est toujours une grande école avec SCBS. Mais l'idée, ça a été aussi de développer une offre autour de cette grande école pour favoriser finalement l'accès à d'autres disciplines, l'accès à d'autres types d'étudiants, mais aussi l'accès à d'autres types de publics. Et donc, on n'a pas concentré uniquement notre développement sur la formation initiale, mais on a aussi développé la formation continue, la formation professionnelle, et notamment aussi l'accompagnement de jeunes en difficulté en prenant la gestion de 3 écoles de la deuxième chance, qui font aujourd'hui partie de Wise Schools, enfin en tout cas que nous gérons, et qui permettent finalement, la grande école a permis aussi cette dynamique en fait, et d'emmener d'autres publics à nos côtés et de pouvoir aussi les accompagner vers une réinsertion professionnelle ou en tout cas vers un retour à l'emploi. Donc et Emma, tout à l'heure, on avait un débat sur l'impact et la transition écologique, et finalement, on se rendait compte que les jeunes ont exigé, alors il y a eu des manifestes, il y a eu des sites internet, bref, des demandes assez pressantes des jeunes pour exiger de la part des écoles et maintenant des entreprises d'être exemplaires en matière. Est-ce que vous attendez ça aussi, d'être exemplaire en matière d'ascenseur social, en matière d'ouverture, en matière de proximité parfois, parce que c'est vrai que c'est le débat? Être exemplaire, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer d'ouvrir de nouvelles portes, ça me paraît essentiel dans le sens où... ça fait partie de la responsabilité et de l'impact. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a encore, même s'il y a des politiques d'ouverture sociale qui ont été mises en place, etc., on voit quand même qu'il y a une concentration encore assez importante des formations, par exemple en Ile-de-France. Je sais que sur 2,7 millions d'étudiants, il y a 717 000 étudiants en Ile-de-France. Enfin, ça parle tiers à peu près, c'est ça. Et donc, en fait, nous, le rôle, à mon avis, des grandes écoles et de la responsabilité à ce niveau-ci, c'est aussi d'être assez flexible et de s'adapter à la demande des territoires pour pouvoir montrer la richesse qu'ils ont et aussi permettre aux jeunes diplômés de ces écoles d'accéder assez facilement à des postes intéressants. Olivier Faron, alors je le disais, hein, vous prenez le train beaucoup quand il arrive à destination, parce que parfois c'est compliqué. Non, je dis ça parce qu'il a raté une inauguration une fois à cause du train, sur un site CNAM. Est-ce que sur les territoires, les collectivités, mais aussi les grandes écoles doivent être partenaires et associés à des initiatives? C'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à Laurent Champanet, puisque cette manifestation a été portée par Laurent Champanet. Alors on nous confond souvent l'ENSAM et le CNAM. Je me rappelle d'avoir été à un colloque où ils pensaient que c'était le patron de l'ENSAM. Je suis le patron du CNAM, mais pour être plus sérieux... Il y a des écoles d'ingénieurs au CNAM. Et permettez-moi autour de la table de sortir de la région Grand Est. À Chalon-sur-Saône, on a un super projet de campus avec l'ENSAM, où effectivement, j'allais dire qu'on construit tous les parcours depuis le bac jusqu'au bachelor, enfin bac +1 CNAM, bachelor ENSAM et filière d'ingénieur, dans un territoire qui est extrêmement tourné vers l'industrie, parce que Chalon-sur-Saône, c'était sa tradition, avec un grand soutien du président de l'Aglo. Donc c'est un modèle très intégré. Il est clair qu'aujourd'hui, la question pour nous, au-delà des liens institutionnels, essayons de perdre le moins de temps possible dans les mécanos institutionnels, il est plutôt de construire des passerelles. Dans les expériences, enfin pas les expériences, dans les réussites que nous faisons, notamment pour ce dont je parlais précédemment, les bacheliers pro, et notamment les bacheliers pro mention passable, nous avons permis, enfin, collectivement, à la réussite d'une jeune que j'ai en tête, qui a fait ce bac pro mention passable,
a fait une licence du CNAM et grâce à l'ESCP et grâce à Franck Bournois a fait un super master ESCP. Aujourd'hui, elle est déjà dans une start-up extraordinaire. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont ces co-constructions, ces co-parcours qui sont importants. Je pense que les universités se sont rapprochées des grandes écoles et vice-versa. Il y a des choses à partager, la recherche aussi est partagée. Donc évidemment, tous les acteurs et la dimension territoriale nous permettent d'être encore plus proches que dans des réalités peut-être plus concurrentielles, comme par exemple Paris. Donc je trouve que les territoires permettent ce vrai travail ensemble. Est-ce que, Patricia Durin, je voulais jamais savoir que votre vie tous les jours, alors c'est pas votre vie personnelle évidemment, mais quand je disais tout à l'heure, le Covid a rebattu les cartes sur le thème la revanche des villes moyennes, est-ce que vous avez ce sentiment? Alors pour l'anecdote, je discutais avec un chasseur de tête qui me disait 30% des recrutements sont souvent pour remplacer quelqu'un qui est parti en province. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a vraiment une revanche Oui, je pense qu'il y a une revanche, mais bon, il y a une revanche dans le sens où la manière de travailler a changé aujourd'hui. Elle a changé parce que bon, il y a plus de télétravail. Les personnes qui travaillaient à Paris, ou en région parisienne, se sont dit que ils pouvaient maintenant être un petit peu plus loin. Et les villes, je dirais, à 1 heure de Paris, où les ont des gros atouts à jouer, comme par exemple la ville de Reims. On est à 3 quarts d'heure de train par le TGV. Oui, il y a des revanches, parce qu'on constate que aujourd'hui, il y a plus de demandes en matière d'immobilier sur nos territoires. Donc s'il y a plus de demandes, c'est qu'il y a plus cher. C'est qu'il y a des personnes qui viennent. Et aujourd'hui, on a effectivement une revanche, non, parce qu'on est complémentaires. Il y aura toujours des centres de décision parisiens, mais aujourd'hui, on a la possibilité de faire venir des entreprises sur nos territoires, alors qu'avant, elles n'y pensaient pas forcément, parce que les coûts des bureaux sont moins élevés, et puis parce qu'il y a une qualité de vie, on offre une qualité de vie qui est différente. Vous êtes allé à Reims, vous le savez. J'ai toujours vécu à Reims. Hein. J'ai un peu travaillé. J'ai travaillé à Paris. C'est pour nos internautes que je dis ça. C'est pas pour vous évidemment. Et après, effectivement, dans la même logique, il est important que pour toutes ces personnes qui viennent travailler à Reims, leurs enfants puissent poursuivre leurs études sur nos territoires et qu'on leur offre une palette de formation assez large pour qu'ils puissent continuer sur nos territoires. C'est là aussi où l'enseignement supérieur est un élément d'attractivité, parce que souvent, c'est aussi un choix pour les personnes qui veulent partir en province. Même question pour vous, Séverine. Est-ce qu'il y a une revanche des villes moyennes? Alors, on vit très bien à Troyes aussi, hein, parce que comme on est d'accord. Hein, en plus, je ne sais pas si c'est mieux qu'à Reims. C'est pas loin, en tout cas. Est-ce que cette revanche, vous la sentez? Alors, quand on parle de réindustrialisation qui est associée au plan France 2030, évidemment, il s'agit de garder les cadres et les compétences sur le territoire, parce qu'on n'y arrivera pas sans bras et sans cerveau, surtout. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment aussi? Alors, le mot revanche, je ne suis pas sûre de le partager vraiment, puisque effectivement, on n'était pas dans cet objectif-là. Mais par contre, ce qu'on a vécu ces 2 dernières années a profondément rebattu les cartes. Finalement, c'est vrai que ce qu'on appelait la France périphérique, tout d'un coup, a pris de l'importance, ou en tout cas, les regards se sont posés sur cette France périphérique. On a arrêté d'être complètement focus sur les métropoles. Et du coup, je crois qu'effectivement, ça accompagne naturellement l'attractivité de nos territoires. Donc, ce n'est pas une revanche, c'est juste finalement un juste retour des choses et un regard nouveau posé sur ces territoires, sur ces jeunes des territoires et sur le développement de l'enseignement supérieur au service de cette jeunesse qui n'avait pas naturellement, en tout cas l'idée, on l'évoquait tout à l'heure, ou en tout cas, oui, ils ne pensaient pas que l'enseignement supérieur pouvait être pour eux une éventualité, ou en tout cas de faire de longues études. Et tout à coup, voilà, en s'installant auprès d'eux, on les initie à l'enseignement supérieur pour leur donner ensuite envie finalement de peut-être partir plus loin pour aller vers d'autres horizons, mais se donner les moyens et se donner l'envie.
et surtout se donner des ambitions. D'accord, vous empêchez pas les jeunes de partir, hein, si vous les incitez à suivre des études, s'ils veulent bouger, ils peuvent bouger. Oui, c'est ça. Quand même. On le rappelle parce que c'est important, hein, on ne va pas les laisser sur le territoire. Moi j'ai le sentiment, quand on a fait plusieurs colloques ensemble, hein, Olivier, avec la Banque des territoires, avec les initiatives qui avaient été prises, en tout cas sur les territoires, il y a véritablement une sorte d'appel d'air en ce moment. On a un momentum, hein, comme on dit. Oui, et puis cet appel d'air, je dirais qu'il a été co-construit, organisé notamment par Jacqueline Gouraud, par la ministre de la Cohésion des Territoires, à travers ces deux formidables actions, hein, qui sont, encore une fois, Action Cœur de Ville et Territoires d'Industrie, qui ont permis aux forces de se rapprocher, et il y a un effet boule de neige qui est très clair. Un mot aussi, on a parlé pendant ce moment beaucoup de formation initiale. Il y a aussi toute la problématique de formation continue, qui est une problématique importante, que nous faisons toutes et tous, hein, aussi bien d'ailleurs les grandes écoles que les universités, de plus en plus. Et cette problématique-là, on sait qu'elle est quand même elle est moins forte dans les territoires. Les grands groupes de formation professionnelle du pays ont plutôt tendance à aller d'abord dans les métropoles et puis après à l'international, ce qui est une stratégie qui peut tout à fait se comprendre. Et il y a une vraie problématique qui va être permise par notamment l'utilisation de notre compte personnel de formation. Je sais, Gilbert, que vous avez sûrement l'application. Je reçois des SMS régulièrement. L'application pour le CPF. Mais oui. Et puis, permettez-moi aussi de dire qu'il y a une nouvelle problématique dont on n'a pas saisi suffisamment les effets, qui est quand même la bonne utilisation du numérique pour la formation. Moi, je suis très, très fier, même si parfois j'ai des commentaires ironiques sur ça, mais d'avoir des relais de nos activités du CNAM, j'allais dire, aux extrémités du territoire, notamment en Outre-mer, qui sont permis par le numérique. Nous n'aurons pas la taille d'avoir un centre du CNAM en tant que tel, mais nous aurons la force d'offrir notre offre numérique, de la faire relayer. Et c'est quand même apporter un sujet de formation, et notamment de formation professionnelle, à nos concitoyennes et nos concitoyens qui n'ont pas la chance de vivre. Donc je crois vraiment qu'il y a ce souffle. Et dernier sujet, on parle beaucoup, et j'ai entendu évidemment la problématique, il faut apprendre l'écologie, et il faut que les jeunes soient formés à l'écologie. Il y a intérêt parce qu'ils le veulent. Hein. Oui, je reste convaincu, mais c'est parce que je suis un Sorbonnard au départ, que malgré tout l'offre de formation doit être aussi construite par les enseignants-chercheurs, mais ça c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour. Mais comme ce que nous avons aujourd'hui, c'est la question des territoires, pour moi, les territoires, ça s'enseigne aussi, ça sensibilise, c'est peut-être sûrement moins important que l'écologie, mais apprendre aussi la dimension territoriale et comment on la construit, comment on y contribue et comment on y participe, c'est un enjeu dans un grand pays qui reste, dans sa manière de concevoir le monde, extrêmement jacobin. Donc je pense qu'il y a à s'interroger aussi en quoi le territoire est pertinent. C'est une question, vous franchissez la frontière, un jeune Allemand ne se posera pas la question pourquoi travailler dans un land où travailler est important, alors que nous, en France, on reste quand même l'aspiration de la capitale. Mais il y a quand même je connais beaucoup de PME qui ont du mal à recruter un ingénieur sur un territoire et qui peinent à faire venir un jeune qui veut rester sur des fonctions ou dans des grandes villes. Hein. C'est le cas chez vous. C'est le cas, oui, sur nos territoires. Bon, je dirais que Reims étant une ville un petit peu plus, on a peut-être moins de problèmes. Mais c'est vrai que lorsque les jeunes sortent de leurs études, souvent ils ont envie, je dirais, d'aller ailleurs, dans des plus grosses villes, d'aller dans d'autres entreprises. Et effectivement, l'industrie a parfois du mal à recruter. Et je dirais que les faire venir aussi, c'est la qualité de la vie étudiante qu'ils ont pu avoir sur nos territoires. L'expérience étudiante. Voilà, non mais je dirais, les étudiants de nos territoires, je dirais, même s'ils s'en vont, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils reviennent un jour. Ils reviennent un jour travailler sur nos territoires, même si c'est pas dans le premier poste, c'est dans d'autres postes. Et ça, c'est important. Et là, c'est toute la qualité de la vie étudiante qu'ils ont pu avoir, qui leur a fait connaître la ville, et là où ils sont ambassadeurs. Et ça, c'est un point très important pour nos écoles. Ils restent chez vous. Les étudiants de Néoma, les étudiants de Troyes, qui restent sur le territoire, parce que la réindustrialisation, je disais, ça passait par ces cerveaux qui resteront sur place, évidemment. Je pense qu'il y a souvent un premier besoin d'expérience ailleurs que dans son territoire d'origine, parce que je crois que finalement chaque étudiant aspire à aller voir le monde.
alors même le monde... c'est sympa aussi en même temps. Voilà, d'aller voir le monde et de changer de ville, de quitter ses parents aussi. Enfin, voilà, il y a aussi une façon de devenir adulte. Mais par contre, je crois que si on leur offre une expérience d'étudiant enrichissante et en tout cas... et s'ils ont conscience que le territoire dans lequel ils ont fait leurs études sera source demain pour eux d'emploi ou en tout cas pourrait devenir une expérience professionnelle, on se rend compte qu'ils ont envie de revenir en fait. Donc ils vont passer quelques années à l'extérieur et puis ensuite ils reviennent dans les territoires pour développer ensuite une autre expérience professionnelle. Alors donnez-vous votre exemple Emma, parce que je sais que vous êtes sur les territoires, vous avez fait Sciences Po, mais à Reims, vous arriviez de votre Auvergne natale. Racontez-nous, ça m'intéresse. C'est vrai que du coup j'ai intégré Sciences Po après le bac et moi j'ai fait le choix d'aller sur le campus de Reims pour déjà le programme Europe-Amérique du Nord. Je connaissais pas du tout Reims, j'y avais jamais mis les pieds et ça m'a alors dites. Ça vous a plu? Oui, ça m'a vraiment plu. Vous étiez d'où? Moi je suis à côté de Vichy, de QC, donc dans l'Allier. Et c'est vrai que déjà, la transition, je sais qu'elle peut faire peur parfois d'arriver à Paris ou ce genre de choses. Donc, le fait de passer par une ville comme Reims dans un premier temps, j'aurais pas dit ça, mais c'est assez rassurant. Et c'est vrai que, je le dis vraiment très sincèrement, mais le fait d'avoir maintenant de vivre à Paris, je me dis, c'est vrai que j'avais une qualité de vie à Reims qui n'était pas du tout la même. Et pourquoi pas y retourner après pour y vivre, et quitte à ce que si je travaille sur Paris, je fasse des... je sais pas, mais je me pose la question en tout cas. Je connais la vice-présidente du Grand Reims, si vous voulez, je peux vous la présenter. Juste pour ajouter, je pense que c'est aussi une façon d'initier à l'attrait justement de ces villes moyennes. Quand ces jeunes passent par ces villes et par ces écoles dans ces villes moyennes, ils découvrent l'attractivité de ces villes. Et en fait, ça revient ensuite et ça leur donne envie de pouvoir y revenir. Puis c'est vrai qu'on a je vois ça, mais à Reims, par exemple, on était tous assez proches, mais en même temps, c'est une grande ville. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper précieux quand on est étudiant parce qu'on est à la fois très proches et en même temps, on a notre petit cocon. C'est vraiment des choses qui, effectivement, sont attrayantes pour des jeunes. Alors, je vous pose une question qui m'est arrivée. Je vous la pose à vous, Olivier. Tenez, ça vous va? Les territoires et les établissements ont-ils des actions spécifiques en direction du secteur de l'économie sociale et solidaire dont les entreprises ont un ancrage territorial fort car peu délocalisable? Donc c'est des emplois non délocalisables, on voit bien de quoi. Oui, dans la gamme de nos formations au CNAM, on a à la fois une chaire d'économie solidaire et puis on a beaucoup de formations dans ce domaine-là. Votre question met l'accent aussi sur une question qui est centrale, qui est de former aussi les acteurs du développement territorial, parce que les territoires ont besoin d'acteurs spécifiques. L'ANCT fait des choses très importantes. Il y a des politiques de formation, même des élus, qui sont importantes. Et là, vous mettez le doigt sur un volet de l'économie qui est malheureusement souvent oublié, qui est très présent dans les territoires. L'économie sociale et solidaire dans tous les domaines est très présente. Elle a là aussi besoin d'être formée d'ailleurs dans des parcours dont on a parlé aujourd'hui, qui sont des parcours classiques, mais aussi avec une montée en compétences. Dans ces domaines-là, la validation des acquis de l'expérience est extrêmement précieuse. Donc oui, l'économie sociale et solidaire est une des richesses des territoires et non, on n'en parle pas assez et il faut vraiment en parler plus. Une question pour conclure notre débat en attendant des questions. Tout ce qu'on dit, les territoires, la proximité, le local, ça n'empêche pas de voir grand, voir global, voir international. On est d'accord, Patricia? Évidemment, tout ça s'inscrit dans un schéma planétaire et est nécessaire. On peut penser local en ayant une vision internationale. C'est même indispensable. C'est indispensable, tout à fait. Alors déjà, nous, sur notre territoire, la notion d'international avec le champagne, elle est déjà très importante. Je crois que 70% de la production est vendue à l'étranger. Non, pas tout à fait 70 aujourd'hui, je dirais. 60, je dirais plutôt. Mais c'est pas mal. 60% à l'export. Ouais. Bon, c'est vrai que notre territoire, oui, c'est un point très important. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de parler international. Et les formations, aujourd'hui, elles doivent être internationales. Parce que toute l'économie est l'international. On a aussi une grosse une grosse partie de notre économie qui est basée sur l'agroalimentaire. Le marché du sucre
il est international. Le marché des céréales, il est international. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter à notre territoire. Les services, c'est pareil. Et puis, je dirais que la recherche aujourd'hui, elle se limite pas à notre territoire. Tout ce qui est labo de recherche, on accueille, par exemple, au sein du Centre européen de bioéconomie et de biotechnologie, il y a des chercheurs de 15 nationalités différentes. Donc on doit aussi se nourrir de l'international, faire venir des étudiants internationaux, parce que c'est une richesse. Ah oui. C'est une richesse importante. Allez pas faire comme certains candidats qui veulent diviser par 2 le nombre d'étudiants internationaux accueillis. Non, il faut... prendre parti, c'est quand même l'idée, la moins pertinente que j'ai entendue. Hein. Je dirais que c'est important, on se nourrit, parce que le monde, aujourd'hui, et l'économie, elle est internationale. Alors vous, c'est j'allais dire, l'ADN de l'école. Oui, voilà. C'est l'ADN de l'école, parce qu'effectivement, alors on parlait d'accueillir des étudiants internationaux, et c'est aussi ce qui fait la richesse, effectivement, des grandes écoles, c'est de pouvoir faire venir sur ces territoires des étudiants internationaux de presque tous les continents du monde. Et donc ça, c'est une vraie... Parce que c'est demain des ambassadeurs aussi de la France, et puis de ces territoires et de ce qu'ils y ont vécu. Et puis c'est vrai que nous, c'est les territoires autour de Troyes, mais on est aussi allé s'installer au Cameroun, à Yaoundé, pour ouvrir un campus à l'international. Et c'est aussi une autre façon, finalement, d'emmener notre école et nos offres de formation sur d'autres territoires. Vous allez partir, vous, à l'étranger? C'est prévu? Vous êtes sur Saint-Guillaume, là, en ce moment? Ouais. Ça? Ah, oui. J'aurais dû partir l'année dernière, mais avec le Covid, du coup, mon année à l'étranger a été annulée. Mais bon, j'étais sur le programme Europe-Amérique du Nord, donc il y avait quand même la moitié d'étudiants qui étaient étrangers, donc j'ai eu une semi-expérience. C'était International Inside, comme on dit dans certains établissements. L'international, c'est aussi important au CNAM. De toute façon, c'est quand même une dimension qu'on ne peut pas éviter. De toute façon, vous êtes international, vous aussi, au CNAM. Nous, on forme 7000 personnes à l'international sur des diplômes français, donc c'est évidemment central. Moi, je retiens effectivement l'argument qui a été avancé. C'est vrai que les grandes écoles ont cette capacité d'attraction qui est quand même très importante. Après, je dirais que l'international, c'est le moyen à la fois de développer nos formations, d'attirer de nouveaux publics, et puis, oui, de porter l'attractivité du pays. Donc, c'est des sujets dans lesquels on est très investi. Y a-t-il des exemples de collaboration entre grandes écoles et collectivités pour encourager la création d'entreprises innovantes et l'implantation d'incubateurs? Reims Revitalisation, je crois que c'est... Invest in Reims. Invest in Reims. Il y a une campagne à l'époque. Moi, je fais de la publicité. Mais... Invest in Reims, je dirais, c'est en fait... C'est une structure qui avait été créée pour faire venir des entreprises pour qu'elles s'implantent sur Reims. Là, on en est sur l'entrepreneuriat, je suppose, qui sort des écoles. Et effectivement, nous travaillons et avec Neoma et avec, je dirais, l'université sur, un incubateur au niveau des étudiants, sur l'entrepreneuriat, sur sur les pouponnières, pour les accompagner et les motiver sur tout ce qui est création d'entreprise. Donc là-dessus, effectivement, et puisqu'on travaille avec Neoma et l'université, puisque par le biais de conventions, et dans ces conventions, on a des chapitres concernant l'accompagnement de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises et sur différentes actions. Les conventions, oui, pardon, vous pouvez répondre, mais juste une petite question, quand on conventionne, c'est des conventions triennales? C'est des choses qui vous engagent. J'imagine qu'il y a tout type de modèles. Ouais, non, je dis ça parce que on fait des bonnes pratiques pour celles et ceux qui nous regardent. Ils veulent savoir comment on conventionne. Alors, je vous laisse. Alors moi, nous, on a des triennales, des quadriennales, des annuels. On a un peu de tout. Je dirais qu'on a un cadre général sur une stratégie générale, et tous les ans, on redéfinit des actions. Voilà, on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une convention cadre avec des sujets. On veut privilégier des axes stratégiques, et tous les ans, on décline, on se voit et on dit, voilà, cette année, on propose de travailler sur telle action, etc. Voilà. Alors, une question, parce que vous êtes en fait celle chez qui on va frapper pour s'installer, si je caricature. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes en ce moment? Pour s'installer au niveau des écoles? Des écoles, des établissements d'université, ou des établissements étrangers, tiens, pourquoi pas? Non, établissements étrangers, il y en a, j'en connais pas. Il y en a aujourd'hui, oui, qui réfléchissent à venir s'implanter. Bon, on a eu, je dirais, il y a
1 an et demi, on a eu l'ICP, qui est venu, l'Institut catholique de Paris qui est venu. Il y avait Sciences Po qui était venu, bon, c'est il y a un petit peu plus longtemps. Après, oui, il y en a d'autres qui viennent nous voir et qui nous demandent. Et alors, comment ça se passe? Parce qu'on entend souvent des écoles qui peuvent venir et dire, bon voilà, il nous faut un bâtiment, il nous faut un investissement, il nous faut co-investir. Est-ce que c'est un peu dans ces termes? Après, ça dépend. Je dirais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de modèle, il y a de tout. Il y en a qui veulent s'implanter chez nous et ils n'ont pas forcément de demande. Ils cherchent juste, je dirais, un bâtiment où ils pourraient louer. Ils viennent nous voir pour savoir où aller. Mais on n'a pas forcément des demandes d'aide financière, si c'est ça la question. Mais c'était ça la question. C'est pas forcément. Il y en a qui en ont, mais d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Et en général, quand il y a des demandes d'aide financière, on travaille, je dirais, conjointement avec la région, avec le département, ce qui a été le cas de l'ICP, puisque là, ça a été conventionné. C'est long, Olivier, quand on veut conventionner sur le territoire, quand on a une idée. Quel est le délai d'un projet comme celui-là? Alors, on parle aussi à réindustrialisation, donc il y a une urgence. Est-ce que parfois, il faut peut-être vous parler d'agilité aussi tout à l'heure? Après, on peut accepter l'idée quand même, je pense qu'on la partagera, que la France n'est pas sous-administrée. Donc, il y a un certain nombre de contraintes. Moi, nous, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est les coups d'accélérateur. Les coups d'accélérateur, c'est, encore une fois, les programmes que j'ai mentionnés, parce que ça, c'est des vrais coups d'accélérateur qui permettent de rapprocher les acteurs. Action Cœur de Ville, ça nous a permis de nous rapprocher. Après, c'est la réactivité des collectivités. Encore une fois, je prends l'exemple de la région Grand Est. Quand la région Grand Est nous accompagne pour créer nos 16 cœurs de territoire en Grand Est, c'est un formidable accompagnement. Et puis, j'insisterai aussi sur la nécessité d'avoir des partenariats ciblés, parce que ces territoires sont riches aussi de la présence d'acteurs différents. Nous avançons avec les groupes de travail temporaire. Vous preniez l'exemple, est-ce qu'on va former un ingénieur à tel endroit? ADECO se pose la même question, donc nous on travaille avec ADECO. ADECO nous offre aussi, je dirais, la projection en termes d'emplois à créer. Ça marche bien. C'est la même chose avec les chambres des métiers de l'artisanat ou avec les CCI. Donc ce que je pense, et le message à faire passer, c'est que le vrai accélérateur, c'est de tisser des partenariats au niveau national, mais surtout décliner dans les territoires qui sont des accélérateurs. Après, si dans la question, il y a aussi est-ce qu'on peut accélérer des choses? Oui, je pense qu'on peut accélérer des choses, notamment dans la reconnaissance des diplômes. On peut accélérer des choses dans une certaine fluidité, notamment pour que les diplômes soient reconnus et qu'ils soient ouverts à l'apprentissage. Donc oui, il y a des choses dont on sait qu'évidemment, ils pourraient être facilités. Mais je dirais que la volonté d'aller plus avant, plus vite, est aujourd'hui partagée par tous les acteurs, et on peut même commencer par les acteurs aussi du système scolaire. Les proviseurs, par exemple, sont de plus en plus impliqués dans le suivi de leurs jeunes, dans les opérations dont vous parliez d'ailleurs pour les territoires ruraux ou les cordées de la réussite. Tout repose aussi sur la mobilisation des acteurs du système scolaire, dont on parle peu. Question à Patricia Durin, évidemment. On a éveillé des attentes, des questions. Quels sont les critères que vous regardez quand un établissement vient frapper à votre porte? Grande école, diplôme visé, spécialité, nature de l'information. Enfin, qu'est-ce que... On regarde déjà la cohérence avec ce qu'il y a déjà comme enseignement sur le territoire, le besoin... Mais s'il y a trop d'établissements dans cette discipline, vous n'allez pas le faire venir. Bon, c'est pas qu'on va pas le faire venir, c'est que on va regarder la cohérence, je dirais, par rapport aux formations qu'il y a sur le territoire, parce que le territoire, je dirais, veut avoir des formations là et des formations qui collent avec notre économie, parce que ça sert à rien de former des, enfin, je dirais pas que ça sert à rien, mais quelque part il y a une certaine attente d'une concordance entre l'économie de notre territoire et les formations. Donc, si vous me permettez, la question des données sur l'emploi, vous parlez de la future campagne présidentielle, avoir des données sur l'emploi pour les organismes de formation, c'est absolument névralgique. Et la France souffre terriblement de ça. On est obligé d'acheter la solution de nos partenaires d'ADECO, et c'est très bien, mais... Voilà, cette question d'avoir les bonnes données et de projeter sur les données, il faut un plan Marshall sur les données. Ça semble, c'est pas un truc totalement glamour, mais c'est un truc essentiel. Les data, de toute façon, c'est l'avenir. De toute façon, on est dans un monde data-centrique. Évidemment, il faudra savoir quel usage on fait de ces data.
Alors on me pose une question un peu prospective, si je puis dire. C'est est-ce que le rééquilibrage démographique avec l'exode vers les provinces va drainer de l'enseignement supérieur? Alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que c'était en 92, c'est un an et demi, notre crise sanitaire. J'imagine que s'il y a plus de monde sur les territoires, il y aura plus de bébés, donc plus d'enfants, donc plus de demandes. Enfin, j'imagine. Alors, dernière question aussi, pour vous tous, je vous propose, je vous soumets cette question. Les collectivités, les territoires auront un rôle dans la réindustrialisation et vous avez le sentiment que ces programmes vont perdurer et vont se renforcer, Patricia Durin, ces programmes territoriaux? Oui, je dirais que c'est important. On a un rôle, c'est notre rôle premier, la réindustrialisation, l'orientation, avoir une vision stratégique de nos territoires est important. Parce que c'est notre avenir. Nous, on l'a fait, je le rappelle à nous, avec notre fameux projet de territoire, on a décliné des actes. C'est une vision. Revitalisation, c'est le nom du projet. Non, le projet, c'est un projet de territoire qui, en fait, est axé sur faire de notre territoire un territoire de neutralité carbone. Alors, ça a plusieurs axes, ça. C'est large, oui. C'est très large, parce que dedans, il y a l'attractivité. Mais c'est surtout mettre un focus sur tout ce qui est bioéconomie, biotechnologie, parce qu'on a une assise là-dessus, avec toute notre activité, je dirais, agricole, agroalimentaire. Bon. Après, on a besoin, et là-dessus, on a ce site, et c'est vrai qu'il est important d'avoir une vision stratégique, globale, pour les années à venir. Un projet. Et l'enseignement supérieur doit s'inscrire dedans. Parce que, et la recherche, parce que j'insiste, la recherche aussi, c'est l'avenir de nos territoires. Et la recherche, c'est aussi l'enseignement supérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Avec les enseignants-chercheurs, Olivier va nous rappeler. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est quand on suit l'histoire de l'ST3, de Y School, de South Champagne Business, enfin bref. SCBS, voilà. C'est qu'au fond, on est sur des territoires qui se développent, qui doivent se réinventer, et pour autant, votre établissement, il a grossi énormément. Ça veut dire qu'il y a des gisements. Ah oui, effectivement, il y a des gisements, mais il y a des gisements aussi parce qu'on décide de se diversifier. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est de ne pas rester monodiscipline. Et c'est le pari qu'a fait Y Schools en développant d'autres formations. Et puis c'est d'aller ouvrir des sites sur d'autres territoires, qui soient limitrophes ou plus éloignés, effectivement pour accroître la taille de notre écosystème. Et puis cela se fait bien sûr en adéquation avec des besoins qu'on rencontre sur le territoire, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais quand on s'implante à Charleville ou quand on s'implante à Chaumont, on implante un programme de management, mais avec des spécialisations, avec un mode d'alternance qui permet aussi et qui s'adapte finalement aussi à la population, aux entreprises, aux besoins des entreprises et aux besoins des territoires où on va s'installer. Emma, une conclusion en guise de question, en forme de question. Rappelez-nous les bourses qui seront distribuées, parce que c'est moi qui les ai mentionnées, c'est pas Emma, trop modeste. Et comment ça marche? Parce que c'est vrai que ça intéresse nos internautes. Alors au niveau des bourses au mérite, en fait, on travaille avec les mains dans la main avec les proviseurs des lycées. En fait, les proviseurs du lycée nous font remonter des dossiers d'élèves qu'ils jugent à la fois méritants, donc sur des critères à la fois d'excellence académique, de projet d'orientation et critères sociaux également. Et ils nous fournissent donc les dossiers, puis nous on rassemble en fait un jury d'attribution des bourses, donc avec les entrepreneurs qui financent ces dispositifs, des enseignants-chercheurs et du coup des membres de notre association. Et puis on étudie les dossiers et puis on décerne du coup les bourses en fonction du nombre de bourses qu'on peut décerner par territoire. Bon, en tout cas, on peut vous aider, hein, de toute façon. Vous avez été pour aider l'association. Hein. Olivier, moi j'aimerais conclure avec vous sur une chose. Le territoire, c'est pas une vision restrictive. Il y a tous les territoires, des petits, des grands. Et c'est vrai que l'idée, c'est quand même d'aller toujours au plus près. Et ça, il ne faut pas se brider, même s'il y a des métropoles, des communautés, des régions. Il n'y a pas de limite dans l'échelon local. Oui, et puis pour aller dans le sens de votre question, en fait, quand on regarde, et je trouve que c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas mentionné, donc je me permets de le mentionner en conclusion, il y a aussi des associations d'élus qui sont formidables. La présidente du Grand Reims préside l'AVUF, qui est une formidable association. Association des grandes villes, association des métropoles, association des villes moyennes. Enfin, les associations d'élus jouent un rôle extrêmement important. Pourquoi ? Parce que
la problématique des élus a totalement changé. Ils ont placé notamment la formation post-bac, mais aussi la formation appuyée sur la recherche au cœur de leurs préoccupations, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Ils se regroupent ensemble dans leurs associations pour échanger des expériences et pour avancer ensemble. Ce n'était pas forcément le cas aussi il y a 10 ans. Donc on a une dynamique d'acteurs qui viennent, qui échangent avec nous, qui sont très présents et qui vont faire une espèce de capillarité des bonnes pratiques et des bonnes expériences. Et ça, c'est aussi un formidable encouragement pour le rôle que nous avons à jouer pour la réussite. Et en définitive, on parle de France 2030, mais c'est la réussite de la France de demain, celle que nous avons besoin, en espérant effectivement sortir enfin de cette crise et nous relancer économiquement et socialement. C'est ce qu'on espère tous. Voilà, on a dit beaucoup de choses, on a eu quelques questions. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup. Merci. Passionnant cette matinée avec la conférence des grandes écoles. Merci à Laurent Champagnet, merci à Madame la Ministre d'être venue. Merci à Hugues Brunier, le délégué général. Merci à toutes les équipes de la CGE qui ont fait un travail exemplaire pour nous accueillir ici au sein du CFJ, le studio du CFJ, cette école de journalisme qu'on ne présente pas. Alors, si j'ai bonne mémoire, quelqu'un va conclure. Sophie Combreuc, vous êtes à distance, présidente de la commission de la CGE des territoires. C'est bien ça ? Voilà, la commission Grandes Écoles et Territoires. Voilà.